Bonjour et bienvenue sur La Foule, le podcast qui parle de coopération. Je suis Maëlys, directrice artistique et designer chez Yapluka. Je suis passionnée par l'éducation positive et il y a quelques semaines, j'ai sorti un épisode sur la transmission de la coopération de 3 à 15 ans. C'était un échange avec la rayonnante Caroline Sost, créatrice de Living School. Après cet échange, je me suis questionnée sur mon métier de designer, qui est un métier de coopération. Je vais vous donner 2 exemples pour vous montrer en quoi c'est un métier de coopération. Le design au sein de Yapluka est transversal. Je travaille absolument avec tous les membres de l'équipe et je peux intervenir à tous les niveaux des projets. Là où il y a de la création, de la solution à trouver, de l'image, des couleurs, de l'espace, ma design army et moi-même sommes là. Ça peut être créer un livre, un jeu, le site internet, des affiches, le scénario, la scénographie d'un événement, d'une nouvelle formation, l'univers d'un atelier, etc. Deuxième exemple, lors d'un atelier d'intelligence collective avec des clients, le designer a une place ici de facilitateur et devient le liant du collectif pluridisciplinaire qui doit lui-même créer une solution à sa problématique. Cette place est donc très centrale sur le cheminement d'un projet avec un collectif. Après l'échange avec Caroline, donc, je me suis précisément questionnée sur le moment où j'avais appris à coopérer. C'est vrai, je n'ai jamais entendu en classe un prof dire « Bonjour, ouvrez vos cahiers, aujourd'hui on va apprendre à coopérer ». Non, jamais. Et pourtant, je sais faire ensemble. Alors pour répondre à cette question, à comment j'ai appris à coopérer et quand, je suis retournée à l'école Boulle où j'y ai passé 4 ans après mon bac. À l'époque, j'ai fait un BTS Design, Communication, Espace et Volume. Alors je dis à l'époque parce que depuis 3-4 ans, après une réforme, cette formation s'appelle désormais DNMAD Événement. DNMAD pour Diplôme National des Métiers d'Art et du Design. J'ai poursuivi par un diplôme supérieur d'art appliqué en événementiel et médiation. Voilà, comme ça vous connaissez tout mon CV. Et en retournant à l'école Boulle, j'ai été interroger Elisabeth et Ludivine, qui étaient 2 de mes professeurs en design dès mon entrée dans cette école. De connaître les coulisses d'une équipe enseignante dans une si grande école, ce fut très enrichissant et je sais désormais pourquoi et comment travailler en équipe me paraît une évidence aujourd'hui et inévitable pour les années futures. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour toutes les 2. Bonjour Maëlys. Bonjour Maëlys. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de la transmission de la coopération. Avant de vous poser mes petites questions, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, votre boulot, vos passions, l'établissement dans lequel vous exercez votre métier? Je m'appelle Elisabeth, je suis professeure de design à l'école Boulle avec Ludivine depuis 10 ans maintenant. Qu'est-ce que j'aime? Dessiner, peindre, j'aime la musique, alors j'aime en écouter puis j'aime en faire. Globalement, j'aime observer ce qui m'entoure, décortiquer un peu voilà, le réel, on va dire ça comme ça. Et moi donc c'est Ludivine, elle m'a déjà introduite. Je suis enseignante aussi en design événement à l'école Boulle. Alors moi ça fait 16 ans que je suis là. Ça commence à faire un petit peu de temps, j'ai vu pas mal de choses dans cette école, donc je suis assez chanceuse. Moi j'aime bien manger, j'aime bien faire à manger. En tout cas j'aime faire des choses, ça c'est une certitude. Et la dimension concrète des choses m'intéresse particulièrement. Et après on se connaît quand même depuis 25 ans. 25 ans. Oui, 25 ans. Parce qu'on était ensemble étudiantes. Ici? Non, pas ici. Non. Dans une autre école parisienne, voilà. Ok, super. Oui, donc c'est drôle, on s'est retrouvés ici. Par hasard? Ah oui, complètement par hasard. Par hasard. Ouais. Ah, c'est excellent, moi je savais pas, j'apprends des choses 8 ans après. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le DNMAD événementiel et concrètement par des exemples, qu'est-ce qu'on y trouve comme projet? Le DNMAD événementiel, alors c'est une formation niveau licence qui vise à engager des projets qui allient image et espace. En gros, si on résume très brièvement, c'est lié à ça, c'est réfléchir à des espaces communicants. C'est toujours travailler, mais pas que des espaces communicants, hein, on fait aussi de la scénographie culturelle, commerciale, on fait de la médiation, on travaille autour de questions de luxe, parce qu'on a
des partenariats qui nous engagent sur ces territoires-là, finalement qui impliquent un grand spectre d'actions, mais à chaque fois effectivement c'est l'image, l'espace et quelque part une forme de scénario de ce qui va se dérouler entre une identité qui est commanditaire et un public visé, quoi. Oui, c'est de la communication au service d'une entité existante, qui peut être commerciale, qui peut être culturelle, qui peut prendre toute forme. Et on insiste bien sur cette mobilité des pratiques. Parce que justement, si on veut que la coopération, les singularités existent, il faut qu'il y ait cette forme de mobilité aussi dans les projets qu'on mène. Et après, nos étudiants, quand ils quittent la formation, ils vont soit dans le monde professionnel, soit poursuivre dans des études qui peuvent être très variées. Parce qu'effectivement, sortant de là, il y en a qui vont aller vers de la scénographie de théâtre, du décor de cinéma, des agences ou des études plutôt commerciales sur des enjeux de retail. Sur des enjeux de retail, tout à fait, qui peuvent aussi aller vers des choses qui sont plus à l'échelle du packaging. Étudiants qui vont aussi dans du design de service, du care design, des choses qui s'intéressent à une autre échelle, à la communication et au fait de pouvoir se mettre au service d'un discours, d'un projet, etc. Enfin voilà, il y a des étudiants qui vont plus aller vers du graphisme ou de la communication pure, d'autres vraiment vers de la médiation. Enfin voilà, un spectre finalement après très large pour la poursuite d'études et la poursuite professionnelle de nos étudiants. Et DNMAT, ça veut dire Diplôme National Métiers d'Art et Design. Il y a aussi cette volonté dans cette réforme de faire se rencontrer des enjeux de métiers d'art et design. Ça, c'est un point aussi qui est important. Ça parle aussi de rencontres. Et ça, c'est tout l'enjeu aussi de cette réforme-là, au-delà du niveau licence. Merci pour cette définition. Aujourd'hui, on est là pour parler de coopération à travers l'école et à travers le design aussi. Comment vous définiriez-vous la coopération ? Moi, je pense qu'avant tout, il s'agit d'exploiter la complémentarité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, en tant qu'enseignante, bien sûr, enseignante de pratique de design encore plus. Et ça implique un travail avec les étudiants qui consiste à identifier leurs forces et leurs faiblesses, parce que il faut avoir conscience qu'on peut pas être bon partout, mais que c'est pas forcément un problème. Et aussi, on cherche à ce qu'ils soient humbles et qu'ils soient force de proposition, avec cette humilité, cette conscience un peu de qui ils sont. Et donc, on cherche une forme d'équilibre dans cette période qui est un peu particulière pour les étudiants qui ont entre 18 et 21 ans. Essayer de trouver l'équilibre, justement, et comprendre qu'ensemble, ils iront bien plus loin. Oui, j'ajouterais que par rapport à la question de l'enseignement, je dirais que la coopération, c'est vraiment l'inverse de la compétition, qui finalement est souvent très présente. Et du coup, c'est aussi d'arriver à se dire qu'on va s'élever non pas contre les autres, mais avec les autres. En fait, en agissant comme ça, on agit pour soi, on agit pour les autres et on agit aussi pour un nous, qui existe et qui est comme une cerise sur le gâteau. C'est aussi, dans l'enseignement du design, c'est apprendre à partager ses compétences et de les fédérer autour du projet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous. Ça ne veut pas dire que l'étudiant disparaît au profit du groupe. Au contraire, il affirme ses singularités et il les exploite et il les confronte aux autres. Donc c'est ça aussi qui est riche et porteur. Peut-être que je peux ajouter aussi que dans la question de la coopération, je parle de l'inverse de la compétition, mais ça n'enlève pas la question de l'exigence. Parce que parfois, finalement, on peut s'éloigner un peu de la coopération en se disant que ça enlève des notions d'exigence qui, à mon avis, n'est pas le cas. Non, pas du tout. C'est vrai que la coopération n'est pas antonyme de l'individualité. Non, pas du tout. Au contraire, je pense que, d'expérience, on se sent vraiment porté par le groupe, par l'équipe, parce que le groupe classe, l'équipe pédagogique, c'est vraiment des choses qui te nourrissent individuellement et permettent d'apporter
quelque chose au collectif. Puis après, on va être dans des formations qui visent à singulariser les parcours de nos étudiants. Du coup, voilà, chacun a son chemin à tracer et c'est pas les mêmes. Du coup, ça donne aussi la force du collectif dans ces chemins singuliers, quoi. Si je vous dis coopération, quelle image vous vient à l'esprit ? Moi, je pense à mes collègues, je pense à notre travail, je pense à ce qu'on a construit, à force d'écoute, de bienveillance, de respect mutuel, et de ce qu'on construit aussi, pas que pour nous, égoïstement, même si c'est un vrai bonheur, enfin c'est quand même un sacré plus, de bien s'entendre avec ses collègues et d'avoir la sensation de construire des choses, mais c'est aussi pour le mettre au service des étudiants. Et effectivement, par rapport à ce que disait Elisabeth, c'est d'avoir conscience qu'on contribue à l'épanouissement de singularité, et grâce à ce travail d'équipe. Moi, c'est ça que je garde en tête. Je suis très pragmatique. Bah non, mais t'as raison. Merci. Mais je dirais la même chose, non. Enfin, oui, je pourrais dire la même chose, mais je pensais au conte du colibri, dont on parle souvent, et qui a plein d'interprétations possibles, mais qui a quand même dedans inscrit dans cette légende amérindienne l'idée de faire ensemble et d'avoir un bien commun qui nourrit l'action du groupe, qui permet de déplacer des montagnes qu'on pourrait pas faire tout seul avec son petit bec de colibri. Et je reviens un peu dessus, mais aussi qui amène l'idée qu'il y a une force supplémentaire à la somme des individus. Alors je reviens juste, Ludivine, sur ce que tu as dit. Tout ce que l'on a construit avec les collègues, est-ce que tu peux décrire un peu plus concrètement ce que c'est ? Ce qu'on a construit, déjà on a construit de la confiance entre nous. Et ça, c'est vraiment un point important qui nous permet en fait c'est pas de faire qu'un, mais on a une forme de cohérence face aux étudiants qui, je pense, est très rassurante et très soclante pour eux parce que ils se disent que, enfin, c'est comme dans un couple parental, quoi. En fait, elles sont différentes, mais elles apportent chacune un regard différent, mais entre elles, il y a pas de hiatus, il y a pas de problème. Donc ça, c'est déjà énorme ce qu'on a construit. Et après, on a quand même, après c'est plus spécifique aux pratiques de l'enseignement de design, mais on a connu une réforme récemment, la réforme du DNMAD. Il a fallu réviser nos pratiques dans une perspective professionnalisante, avec nos singularités, passer d'un BTS qui était une forme un peu particulière jusqu'à un niveau licence qu'on propose maintenant, qui a encore une fois des enjeux professionnels, et ça on a réussi à construire grâce à toutes nos singularités un contenu qui, me semble-t-il, est riche, ouvert et pertinent par rapport à ce que, oui, on est très pertinente, par rapport à l'actualité. En tout cas, nous on juge que ça fonctionne, et on a réussi à monter aussi beaucoup de partenariats avec des entreprises du secteur privé ou culturel ou public, qui nous donnent aussi d'autres éléments pour avancer dans notre pédagogie. Après là, tu parles de transmettre la coopération, mais du coup, c'est aussi le mettre en pratique. On le sait, tu parlais du modèle parental, mais toujours pareil, ça fonctionne quand même surtout par l'exemple. Donc, à partir du moment où l'équipe enseignante, elle coopère réellement avec tous les éléments dont on va parler après, sûrement en décortiquant ce dont on a besoin pour pouvoir bien coopérer. À partir du moment où ça existe dans l'équipe enseignante, ça donne la voix aussi pour les étudiants. Donc, oui, puis là on est 2 à parler, mais on n'est pas que 2, on est 3-4 à bien fonctionner ensemble sur des niveaux d'enseignement différents. Donc, c'est riche. Très riche. Alors vous êtes professeur de design à plusieurs niveaux différents, comme tu viens de le dire. En tant que futur designer, pourquoi est-ce important d'apprendre à coopérer ? Déjà, c'est une pratique professionnelle qui est essentielle en design et notamment en agence. Pour plein de raisons, parce que à la fois le designer, il travaille toujours pour un client, il répond à des besoins, ceux du client, mais aussi ceux de
de la cible, de consommateurs, de spectateurs, peu importe finalement le secteur sur lequel on se place, mais à chaque fois, on travaille pour quelqu'un. Donc déjà, à la base, on est obligé de coopérer. Idéalement, on n'a pas forcément envie de faire un projet de promotion d'un camembert ou de je ne sais quoi, mais à un moment, il faut bien vivre et il faut aussi accepter que le client a des attentes auxquelles on doit répondre. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc ça implique vraiment de coopérer, d'être à l'écoute des besoins des uns et des autres, d'être en phase aussi avec la société dans laquelle on vit et d'être raccord. Et puis aussi parce que personne n'a toutes les compétences pour mener à bien un projet de A à Z, de sa conception à sa réalisation, c'est pas possible. Il y a plein de missions qui parfois ont l'air anodines et qui pourtant sont essentielles. Quelqu'un de très structuré va être essentiel pour à un moment, face à quelqu'un de très créatif, remettre de l'ordre dans les idées, gérer le planning, sourcer de la documentation. A contrario, la personne qui va plutôt être l'image du créatif qu'on peut se faire, parce que ça c'est un autre sujet. C'est aussi quelqu'un qui est force de proposition, et ça c'est super, et qui va s'exprimer par plein de moyens différents. Donc ça c'est déjà essentiel dans la pratique du design, et même un designer indépendant. Qu'on pourrait associer à une forme d'auteur, il a forcément, il peut pas faire les choses seul, c'est impossible. Il va travailler avec un artisan, il va se confronter à des enjeux de matière, des process technologiques ou autres, mais il peut pas faire tout seul. Et en plus, nous en design événementiel, alors là pour le coup c'est vraiment, on peut pas passer à côté. C'est même le point de départ de tous les projets, c'est qu'on travaille pour et avec quelqu'un en vue de s'adresser à un public donné. Donc la coopération, c'est vraiment pour nous un des socles essentiels de notre pédagogie. J'ajouterais 2 points sur cette question-là aussi. C'est aussi d'une manière plus large le fait qu'on est en train de construire aussi un mode de fonctionnement qui fait société un peu, et donc le modèle actuel et futur professionnel dans le monde du design bien sûr, mais plus globalement, il est quand même a priori voué à être coopératif. C'est aussi très important d'être dans cette dynamique-là, qui fonctionne dans le collectif, dans l'écoute et dans la construction du monde de demain, parce que le designer est quand même en train de façonner beaucoup d'éléments qui vont compter dans la manière dont la société se monte. Et puis d'un point de vue beaucoup plus pratique, en fait, on a aussi des étudiants qui vivent dans un groupe pendant plusieurs années ensemble, qui vont créer une force en fait de ce groupe-là qui va les suivre sur des dizaines et des dizaines d'années. Ils vont tous partir dans des situations professionnelles un peu différentes. Bien sûr, l'amitié, ça compte pour continuer à tisser du lien amical et professionnel, mais le fait qu'ils sachent vraiment travailler ensemble, au-delà de l'amitié, je pense que c'est vraiment important dans la manière dont ils vont pouvoir continuer à compter les uns sur les autres, à pouvoir faire appel aux uns et aux autres, et à pouvoir construire finalement presque une famille professionnelle, qui crée un socle très fort. Et on a déjà, même si la formation est toute neuve, on a déjà en fait des regroupements, des binômes, des trinômes qui se sont constitués et qui, d'un point de vue professionnel, sont extrêmement efficaces, qui sont pas construits forcément sur des affinités premières amicales, mais vraiment qui s'appuient aussi sur ce qu'ils ont pu tester de leur complémentarité du point de vue des enjeux de design. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je bosse beaucoup avec des camarades. J'ai vu. Oui, mais pour nous, c'est génial de voir ça, de voir ces choses qui restent en lien, qui se tissent et pour lesquelles on agit de plus en plus dans ce sens-là, grâce à cette 3e année de DNMAT qui nous donne plus de latitude pour construire des projets d'équipe, des projets dans le collectif. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir voir les années après ces liens. Ouais, après là on parle beaucoup du DNMAT, mais effectivement du temps du BTS c'était déjà la philosophie de notre formation et de la pédagogie qu'on développait. On était déjà dans ces logiques-là de faire en sorte qu'il y ait un groupe classe fort qui est fait de plein d'entités singulières, mais qui à un moment se rencontre sur des points différents, qui effectivement dépassent le champ de l'amitié. Enfin, s'il y a de l'amitié en plus, c'est bonus quoi, mais c'est important. Est-ce que la coopération chez les étudiants et les étudiantes, c'est inné d'après vous ?
Je dirais oui et non, parce que avant d'être étudiant, on est enfant, on va à l'école, il y a une forme de solidarité presque innée qui est fondée sur l'empathie, qui est favorisée aussi par le dispositif scolaire. Et puis, plus on avance en âge, plus on perçoit un peu des enjeux de société, et plus les formations, finalement, elles sont un peu modélisantes, et que, quelque part, effectivement, la note, il faut se construire en tant qu'individu, se singulariser. Donc, en fait, nous, on essaye vraiment, dans le cadre de cette formation du DNMAD, mais bien avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de trouver l'équilibre entre ces deux tendances. A priori, j'ai tendance à dire que oui, ils sont enclins à coopérer. Et en plus, je pense aussi que quand ils viennent, en tout cas chez nous, si on prend cet exemple-là, c'est quelque chose qu'ils perçoivent, notamment à l'occasion des portes ouvertes, et je pense que c'est quelque chose qu'on diffuse et qui doit les attirer, et qui doit participer du fait qu'ils se disent oui, j'ai envie d'évoluer dans un modèle de ce type-là. Ouais, après je dirais qu'il y a quand même un temps de déconstruction à faire avant de permettre la fluidité de cet état de coopération. Et en fait, sur les 3 années, on va quand même le faire de manière progressive. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a ce temps de déconstruction, de la comparaison, de l'angoisse de la note, de la classification, voilà. Et finalement, une fois que tous ces piliers forts de l'éducation et de ce carcan, on va dire, éducatif premier, qui a été très important jusqu'à leur passage dans le supérieur, parce que Parcoursup est quand même extrêmement fortement marqué par cette classification. Une fois que ça s'est déconstruit, c'est même assez troublant à quel point il y a quelque chose de simple qui se fait, où quasiment des fois on est observateur des liens qui se tissent et des facilités que les étudiants vont avoir à inventer, à créer des formes de collaboration et de coopération. Ouais. Et donc il y a vraiment quelques mois de déconstruction. Oui, je dirais que on met oui, après en fonction des groupes, c'est plus ou moins rapide. Il y a effectivement les temps avant l'arrivée dans la formation qui peuvent compter, parce que quand on est bien renseigné, quand il y a eu des temps de portes ouvertes, quand il y a eu des temps d'échange avec d'autres étudiants, les jeunes qui arrivent savent finalement déjà dans quel univers ils mettent les pieds. Mais c'est vrai qu'avec les années Covid, avec les difficultés finalement relationnelles, parfois on a mis un peu plus de temps pour arriver à partager en fait cette vision-là de la formation. Et après, il y a des outils qui peuvent se mettre en place progressivement. Mais là, en l'occurrence, quand on arrive après en dernière année, en 3e année de formation, en niveau licence, et que on leur propose vraiment des projets où la coopération est extrêmement importante dans le groupe complet, on se rend compte que oui, que c'est relativement fluide et simple, et ils inventent eux-mêmes des choses. Oui, complètement. Après, les années Covid, elles sont à double tranchant, parce que si on regarde les exemples qu'on a là d'étudiants, en fait, on se rend compte qu'une fois qu'ils ont dépassé effectivement ce petit temps d'appréhension, ils comprennent bien que c'est quand même mieux d'être ensemble, quoi. Ils ont subi un truc bizarre, on a tous subi un truc un peu bizarre, où effectivement on s'est retrouvés seuls, donc peut-être que ça a réaffirmé une forme d'individualité, mais en même temps, quand ils se retrouvent après dans la classe, ils se rendent compte que c'est quand même plus propice à un épanouissement personnel, finalement, d'être avec les autres. Ça me donne envie de refaire cette étude. Reviens. Justement, pendant le recrutement, on parlait des portes ouvertes, etc. Est-ce que vous choisissez des étudiants et étudiantes pour faire groupe ? Oui. Alors, très très grand oui. Alors, avec les outils qu'on a à disposition, on a Parcoursup, on n'a plus d'entretien, donc on rencontre pas les gens. Donc ça peut participer peut-être d'une plus grande difficulté à identifier, mais en même temps, on a pas mal de choses entre la fiche à venir où ils parlent de leur engagement, la lettre de motivation, les avis des enseignants. Enfin, à partir de ça, on arrive quand même à se faire globalement une idée, mais de toute façon, ça reste un pari. De toute façon, d'une année sur l'autre, on n'a pas les mêmes recrutements, mais on sait très très bien qu'on va bien plus loin avec un groupe classe qui prend.
enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais une énergie positive qui circule, des gens peut-être plus fragiles qui sont portés par les plus dynamiques. On va pas dire les plus forts, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils sont fragiles qu'ils n'ont pas des forces et qu'ils n'ont pas des choses à apporter. Mais de toute façon, enfin, c'est quelque chose sur lequel on insiste vraiment, c'est que dès qu'ils arrivent, on leur dit, bon, c'est quasiment un truc que je dis dans les premières séances, vous serez plus fin. Si vous avez un groupe classe dynamique, impliqué et moteur, vous irez plus loin dans les projets collectifs et même dans les projets individuels. Parce que s'il y a une difficulté, vous serez dans l'entraide, vous serez tiré vers le haut par les autres, ou alors vous serez un peu calmé si vous avez des ardeurs un peu trop fortes et qu'à un moment donné, il faut aussi, enfin on parle de la fragilité, mais il y a aussi ceux qui pensent être très forts et qui finalement doivent aussi avoir conscience que il faut composer avec les autres et ils ont beau avoir les meilleures idées du monde, en fait il faut quand même qu'ils s'adaptent. Dans ce pari-là qu'on fait dans le recrutement, on fait le choix quand même de l'hétérogénéité. Donc on choisit, on fait attention à ce que nos étudiants viennent vraiment de tout type de formation. Voilà, depuis bien avant le DNMAD en BTS, on essaie de recruter des jeunes qui viennent de bac professionnel, des jeunes qui viennent de bac technologique, de bac généraux, enfin voilà, de manière très large, qui ont des appétences, des goûts, des activités extérieures très différentes, et puis qui viennent aussi des quatre coins de la France, voire de l'étranger. Enfin, c'est quelque chose effectivement qui, comme élément un peu factuel qu'on a, est important pour nous, pour essayer, en tout cas, voilà, d'avoir des rencontres les plus riches possibles de jeunes qui viennent d'horizons différents. Est-ce qu'il y a une taille de groupe idéale pour coopérer ? Ça dépend à quel niveau de la coopération se place. Enfin, c'est un groupe classe, par exemple, 15, c'est idéal parce que on a à la fois possibilité de gérer un groupe important, mais on peut avoir un rapport plus individuel et dans ce cas, c'est plus facile de coopérer aussi. Enfin, on parle de la coopération entre les étudiants, mais aussi de la coopération prof-étudiant. C'est pas unilatéral cette affaire en fait. Donc c'est bien plus simple, en tout cas dans ce cadre du groupe classe, d'avoir un effectif à 15 et c'est ce qu'on a maintenant. Donc ça c'est vraiment bien. Et après, en fonction des nécessités des projets, moi je dirais 2 à 5 max. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir s'entendre au sens premier du terme. C'est que chacun ait de l'espace pour pouvoir échanger et aussi s'ils sont trop nombreux, ça peut être clivant, ou alors il faut vraiment se répartir les tâches de manière un peu claire, ce qu'ils ont tendance à faire intelligemment quand ils sont sur leur projet de 3e année. Quand ils ont un projet collectif, c'est plutôt ce qu'ils ont tendance à faire. Oui, c'est ça. On fait en première, 2e année des projets effectivement avec des petits groupes d'étudiants et puis avec des temps de coopération qui sont même dans des projets plus individuels, voilà, des temps de partage, des temps collectifs. Mais effectivement, on a mis en place sur la 3e année tous les ans des projets à 15, parfois liés à une demande très spécifique. On a fait 2 ans des projets autogérés. Donc un partenaire, un groupe classe et puis la nécessité pour eux de s'organiser complètement de A à Z avec l'enseignant qui se met un peu en retrait, en observateur, en conseil, voilà, en personnes ressources pour essayer de les laisser faire. Et pour ça, c'est vrai que le format 12-15, c'est un bon format qui oblige à se répartir les tâches, à retravailler par groupe, à fonctionner aussi pour les décisions de manière commune. Donc c'est aussi intéressant sur des grands groupes comme ça de dépasser le fonctionnement binôme, trinôme. C'est assez riche comme travail. Et la première année, c'est le projet autogéré qui a permis en fait au groupe d'étudiantes, parce que c'était que des filles à l'époque, finalement de se donner l'envie de recréer eux-mêmes un projet. Et donc ils ont pris l'initiative d'aller créer un événement pour leur diplôme, de chercher un lieu, enfin voilà, d'organiser un projet de A à Z tout ensemble. C'est génial. Et ça, c'était la première année, du coup. C'était la première année. Mais là, cette année, ils sont en train de réengager un travail un peu différent, mais collectif aussi, qu'ils mènent de manière autonome
en échangeant avec nous, bien sûr, mais... Ça fait partie à la fois des textes officiels, de favoriser en fait l'émergence de projets des étudiants, mais effectivement c'est en fonction des années, des besoins, etc. C'est assez génial de voir le groupe lui-même investir cette question-là. Oui, c'est ça, parce que c'est pas nous qui leur disons c'est dans les textes, il faut le faire. Enfin, je pense qu'au bout c'est la 3e année, après 2 ans passés à travailler comme ça s'impose pour eux comme une évidence d'envisager, pour clôturer leur formation, ce temps collectif où et vraiment pour le coup tout le monde participe, tout le monde joue le jeu. C'est une belle énergie de groupe qui porte un projet sans incitation spécifique. Et ça, pour nous, c'est gagné. Quels sont vos piliers pour favoriser la coopération au sein d'une classe ? Comment vous accompagnez les étudiants à coopérer en termes d'espace, de temps, de projets, d'outils, concrètement parlant ? Alors, plusieurs types de questions peut-être dans ta question. Qu'est-ce qui va permettre la coopération, enfin les piliers on va dire entre eux, ça va être de pouvoir gérer de l'entraide, de la mutualisation, voilà, le fait d'avoir valorisé chaque singularité comme on l'a expliqué tout à l'heure, parler effectivement des points forts de chacun, etc. Et puis après, dans ce que nous, on peut mettre en place, alors on met en place ces outils-là de manière progressive, il y a des questions, je vais dire, assez générales de forme, de structure pédagogique où on valorise pas forcément de notre côté l'horizontalité parce qu'on est enseignant, mais disons qu'on se démarque un peu de la verticalité pure, je dirais, pour aller un peu vers de l'oblique. Donc les choses ne circulent pas forcément que de nous vers eux, mais et ça dès le début de la formation, dès la première année, de favoriser et le partage d'informations, de savoir entre pairs et la position de l'enseignant un peu différemment. Oui, parce que clairement, on apprend d'eux en fait. Et ça aussi, je pense que ça établit une relation de confiance dans les piliers. Je pense qu'il y a la connaissance de soi, bien sûr, identifier ses singularités, ce qu'on a dit, mais la confiance, c'est un point extrêmement important. Et en fait, quand on leur dit qu'on ne sait pas, c'est rassurant. Quand on les écoute, qu'ils ont quelque chose à nous dire ou une info à nous donner, enfin, c'est vrai qu'ils sont, on est en veille, mais ils sont quand même dans le futur aussi de nos métiers, et on fait en sorte aussi parfois de se placer dans une posture d'apprenant pour éviter ce truc effectivement très vertical de apprenant sachant, parce que on sait des choses, c'est sûr, mais on sait pas tout. Et on sait qu'on ne sait pas tout. Et ça, c'est important, je pense, de le dire, parce que ça force à une forme d'humilité, qui, à mon avis, est essentielle, de la part de l'enseignant, et aussi ça montre que quelque part, l'humilité, c'est aussi le fondement du recul critique. Quand on a du recul critique, on a moins de difficultés à travailler ensemble parce que on a conscience que effectivement, bah oui, peut-être ça c'est pas tout à fait juste, ou je pourrais le voir autrement, et je ne détiens pas la vérité absolue. Donc déjà, effectivement, en tant qu'enseignant, de se placer comme ça favorise. Enfin, c'est pas par l'exemple, mais il y a quand même des transferts qui sont. Par exemple, on travaille beaucoup avec des outils partagés, alors numériques, ou même dans l'espace classe, je sais pas, des partages d'informations culturelles, des partages de spectacles, de choses comme ça. Mais sur les outils numériques, bah c'est vrai que il y a des plateformes, des choses où finalement les étudiants amènent des éléments qu'on n'a pas, qui renouvellent aussi nos pratiques, qui nous permettent aussi d'échanger et d'avancer dans un monde qui nous est commun à tous, quoi. Donc, mais même sur les manières de communiquer, ils ont pris en charge, par exemple, sur les 3 années, le compte Instagram de la section. Et ils ont défini sur les 3 années, alors forcément les 3e années chapeautent un peu les choses, mais finalement ils passent le relais aussi de manière assez fluide, et finalement ils se retrouvent à exploiter à plusieurs le compte Instagram, tout en donnant une forme de cohérence, parce qu'ils ont réussi ça, c'est-à-dire qu'on sent une identité forte. Donc ça va jusque là aussi dans les outils partagés, c'est qu'ils arrivent en plus à s'adresser
à l'extérieur. Enfin, c'est pas que des outils partagés en interne. Donc ça, c'est une force, je trouve, chez eux. Et puis, si on revient au dispositif, le dispositif classe aussi, c'est un basique, en fait, quand on apprend à être enseignant. On n'est pas forcément dans une position frontale, on change la classe, la physionomie de la classe régulièrement. N'hésite pas non plus à faire du hors les murs. On a fait des voyages. On a fait pas mal de choses, des voyages qui sont des voyages d'études, pas que des voyages d'agrément. Enfin, même on n'a jamais fait de voyage d'agrément en fait, en vrai. Ça a toujours été des voyages d'études. Et le fait aussi d'être en dehors de la classe pour répondre d'une manière un peu différente à des enjeux de pratique, de design, de création, ça fédère le groupe qui vit ensemble vraiment pendant une quinzaine de jours. Et après, ça rééclaire un peu différemment les pratiques. Mais même sans partir à l'autre bout du monde, en fait, quand on travaille sur des projets, à chaque fois, on travaille par projet, et quand on travaille avec des partenaires, voilà, le fait de rencontrer des partenaires, de se déplacer, d'aller aussi jusqu'à des temps de réalisation. On se retrouve à faire un montage d'expo, un démontage à minuit, à tout mettre dans le camion, à repartir, etc. On partage des temps qui sont des à côté, qui créent du lien, mais qui sont aussi source d'éléments qui fondent aussi effectivement la qualité de la confiance, Et même dans cette idée de hors classe, c'est même hors formation. Si on prend le cas spécifique du DNMA d'événements qui est à l'école Boulle, on a la chance d'être à l'école Boulle. Et en fait, on travaille beaucoup avec les ateliers de métiers d'art, on va chercher de l'expertise chez eux, ils apportent un autre regard sur les projets qu'on peut construire. Et c'est aussi ça, c'est inviter l'étudiant à sortir de sa formation qui est rassurante, avec ses copains, avec qui il coopère, ça va bien, ses enseignants avec qui ça va bien, mais justement d'aller chercher des ressources aussi un peu ailleurs, ça oblige à coopérer, et des ressources, pas simplement parce qu'on est curieux, ça c'est une super qualité, mais aussi parce que ça correspond aux nécessités du projet, puisque c'est toujours ça qu'on a en vue, c'est quand même, quand on parle du projet, c'est aussi comment les former à leur futur professionnel. Après, ils sont toujours, par exemple, très impliqués dans la vie de l'école, dans les instances étudiantes, dans les BDE, et ça, même si ça se passe en dehors de nos temps d'enseignement, c'est très important pour nous de les laisser, de les autoriser et de valoriser en fait cette prise d'initiative dans le collectif. Alors, nos salles de classe. On travaille sur un espace où il y a à la fois 2 salles. Alors, ça s'ouvre pas. On adorerait que ça puisse s'ouvrir. Ça s'ouvre pas, mais il y a une porte. Et donc, cette porte, elle est importante pour nous. Une porte qui relie directement nos salles et qui permet de faire circuler et les étudiants et les enseignants, de passer voir ce que les autres classes font, les autres niveaux font. De partager des rendus, de partager des temps d'information, des rencontres avec des partenaires, etc. Ça fait partie de manière un peu informelle de choses qui sont très importantes pour nous parce que ça favorise aussi du lien. Au-delà de ça, même là on parle du dispositif spatial, mais il y a aussi le dispositif pédagogique et l'ingénierie pédagogique. Et parmi les choses qu'on a construites quand on en parlait au démarrage, c'est qu'effectivement personne n'est dépositaire d'un enseignement aussi. Et ça, c'est vraiment important pour nous parce qu'on intervient à plusieurs moments de la formation sur les 3 ans, à des endroits différents, sur des enseignements différents, qui finalement fluidifient pas mal les choses. Qui bougent d'une année à l'autre. Qui bougent d'une année à une autre et qui sont fondés sur nos compétences. Parce que vraiment, faut pas non plus se leurrer, mais en tout cas, personne, par exemple, n'est dépositaire à 100% du cours de projet. Ça n'a pas de sens. Donc ça favorise aussi, je pense, dans les conditions, c'est cette souplesse pédagogique, dans l'ingénierie pédagogique qui a été mise en place, qui vraiment nous offre cette fluidité dont on parle et qui fait que c'est plus facile et que ça matche plus vite aussi avec les étudiants la plupart du temps, parce qu'ils comprennent bien qu'on est toutes singulières, toutes différentes, et qu'en même temps on est toujours présentes d'une manière ou d'une autre. Oui. Je pense que ce qui est important, c'est pour nous, pour eux et pour l'ensemble en fait de la formation, c'est effectivement de sentir aussi que on va dans la même direction et que du coup il y a quelque chose qui est partagé
en termes voilà, de vision de manière globale, et que tout est mis en œuvre dans ce sens-là. Pour nous, donc pour eux aussi. Ouais, pour eux aussi. Oui. Comment vous accompagnez les étudiants à décider ensemble ou... Parce que j'ai entendu, il y a beaucoup de liberté, il y a la circulation, vous autorisez les prises d'initiative, ils sont mis en groupe, mais est-ce que à un moment donné, vous êtes là pour les aider à Je décider? dirais que c'est pour ça que on parlait de progressivité. C'est-à-dire que si en première année, on les mettait tout de suite sur un projet autogéré à 15, voilà, on se retrouverait avec des savoir-être qu'ils n'ont pas, et du coup un problème à gérer, et du coup une verticalité qui nous reviendrait d'être obligé d'organiser quelque chose, voilà, ou alors on risquerait l'effet de chef, voilà, qui ferait que c'est celui qui crie le plus fort qui a le dernier mot. Du coup, on est obligé de mettre les choses vraiment étape par étape. Donc, ça passe au début par des petits temps, des temps d'échange, des temps d'écoute, des temps où on partage, par exemple, un travail qui a été fait individuellement, qui se partage dans le groupe. Enfin voilà, il y a des petits exercices qui permettent d'être un peu sur des éléments, une culture commune, des temps de veille, que ce soit technologique, culturel, etc., mis en commun. Alors au début, quand c'est fait avec l'ensemble du groupe classe, c'est nous qui allons accompagner, gérer ces temps-là, et puis les laisser petit à petit être de plus en plus autonomes par petits groupes. Et puis après, plus ils avancent dans la formation, plus on peut leur donner des exercices ou des rôles autonomes, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir ces temps dont on parle là en dernière année, où d'un coup ils arrivent à effectivement fonctionner dans le groupe complet, et finalement pouvoir eux-mêmes créer, inventer leurs recettes. Mais c'est possible parce qu'ils ont déjà pas mal d'outils individuels et commun, on va dire. Je sais pas si... Non, tu parles très très bien, j'ai rien d'autre à ajouter. Faut-il des compétences nécessaires pour transmettre la coopération? Savoir coopérer déjà. Oui, savoir coopérer, être... Et le faire. Et le faire, il y a aussi... une forme de bienveillance, c'est plus facile, une forme d'humilité aussi, c'est quand même un point qui me semble essentiel, avoir confiance en soi et en les autres, et être capable d'écouter. Et écouter, ça veut dire vraiment entendre quand à un moment c'est pas jouable, c'est pas faisable, ou enfin ça c'est vraiment un fondement, quelque chose auquel on croit vraiment. Et je pense que l'ego a sa place, mais pas l'égocentrisme. Voilà. C'est vrai que la mobilité est importante. Complètement. Puis avoir un certain sens du collectif quand même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on travaille en équipe pédagogique. Ça implique qu'on ferait pas forcément les mêmes choses de la même manière, mais qu'on sait aussi, on a conscience que notre collègue va apporter des choses à certains étudiants et nous d'autres, et inversement, et qu'en fait, ça va permettre aussi aux étudiants dans ce collectif d'enseignants, si on parle à cette échelle-là, de se dire, je vais plutôt aller m'adresser à ce moment-là à telle personne parce que j'ai besoin de ça, ou je vais totalement changer, je vais aller voir une autre, et ça va me permettre de me positionner. Donc ça, c'est la somme de toutes ces compétences qui sont associées qu'il faut que ça marche, et ça, il faut vraiment, donc effectivement, un sens du collectif important. Ça veut pas dire qu'on veut tout ensemble, hein. Loin de là, en plus, ça veut pas dire absolument tout faire ensemble tout le temps, être d'accord sur tout le temps. Non, c'est vraiment pas ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes manières de faire, on est différentes. On dit différentes parce qu'on n'est qu'une équipe de femmes, mais on aurait pu mettre différent.t.e.s. On l'a été. Mais voilà, c'est ça aussi qui est super. Qui fait qu'au final, on arrive à, c'est pas faire consensus, mais on a une forme d'équilibre qui fait qu'on se respecte mutuellement.
Ça, ils apprennent aussi parce que tout étudiant ou élève au début se dit vous n'avez pas dit exactement la même chose l'une puis l'autre, donc vous n'êtes pas d'accord. Et il y a quand même une recherche à un moment de vérification que l'équipe ne se tire pas dans les pattes. Et donc ça fait partie des choses qui maintenant sont complètement intégrées, mais qui sont à mon avis très importantes. C'est cette manière qu'on a en fait de donner la confiance à l'autre, quel que soit ce qui a été dit, fait, et parfois dans la contradiction, parce qu'on peut avoir des pensées qui sont pas les mêmes et qui n'empêchent pas qu'on ne soit pas d'accord. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que même quand l'autre n'est pas là, ce qui est souvent le cas parce qu'on est seul avec notre groupe et qu'on est rarement en fait en co-animation, on fonctionne souvent seul avec le groupe d'étudiants, eh bien les autres sont toujours présents par la confiance qui est accordée, quoi. Oui. Et il y a aussi un autre point qui est important, c'est une forme d'intuition qui est fondée sur en fait l'observation de ce qui se passe dans la classe, de ce qui se passe dans le groupe, et de savoir, tu parlais de mobilité tout à l'heure, mais savoir être mobile aussi par rapport à ça. Donc il faut être attentif, observer, être intuitif et ajuster les choses en fonction des nécessités de la situation, quoi. Et ça me semble aussi être un point important pour transmettre la coopération, même si on n'est pas détentrice du savoir coopératif, absolument. Mais... Bah oui, non, mais c'est super important parce qu'effectivement, dans la coopération, il y a le fait qu'on ne sait pas ce qui va émerger du groupe, et du coup, même si on a prévu, balisé certaines possibilités, faut quand même pouvoir être réactif et agir au bon moment, vers la bonne direction pour aider à avancer avec un navire qui soit quand même à peu près bien positionné par rapport au vent. J'ai une dernière question pour vous. Quelles sont vos recherches, lectures, podcasts, documentaires qui peuvent nous inspirer sur cette thématique de la coopération ? Alors moi, il y en a... Enfin, je pense que je vais parler vraiment principalement de celui-là. C'est un livre de Claire Marin qui s'appelle « Être à sa place », qui est un super ouvrage qui dépasse le champ professionnel, mais qui interroge la place qu'on pense avoir, la place à laquelle on peut prétendre, à la fois dans un contexte familial, personnel, professionnel, et comment finalement ça peut être rassurant d'identifier nos besoins et donc d'identifier qui on est. Voilà. Alors sans qu'il y ait un titre particulier, je dirais que par rapport à tout ce qu'on a évoqué, je m'intéresse aussi aux questions des neurosciences dans la pédagogie, parce qu'on a beaucoup parlé de bienveillance, d'écoute, etc. Et finalement, toutes les recherches récentes sur les neurosciences appuient beaucoup aussi le cadre dans lequel l'apprentissage peut être le bon, bénéfique, et donc cette notion de coopération, elle est extrêmement liée aussi à la sérénité du cadre dans lequel on apprend quand on est étudiant. Donc c'est il y a beaucoup de choses qui moi m'intéressent et m'inspirent dans ce rayon-là. Après, d'un point de vue plus spécifique à nos domaines, il y a quand même beaucoup de choses dans le design qui sont aussi liées à la question du collectif. Alors là, il y a le dernier numéro, ça fait déjà 6 mois qu'il est sorti, mais des sciences du design qui s'intitule Enseigner le design, que je trouve assez passionnant, avec plein d'articles qui questionnent aussi cette pédagogie particulière, cette didactique du design qui est quand même depuis toujours associée à la notion de projet, donc à la notion de collectif, etc. Donc je dirais que ça c'est intéressant. Je pense aussi à une édition de la Cité du Design qui s'appelle Quand le design devient collectif, que je trouve également intéressante. Et puis plus globalement sur les évolutions des questions pédagogiques. Je pense à Edgar Morin, Enseigner à vivre, manifeste pour changer l'éducation, qui malgré tout pose des grandes questions qui
qui sont aussi liées peut-être aux choses qu'on a pu échanger sur une vision un peu à long terme, on va dire, des questions d'éducation. Bon, il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais c'est une sélection. C'est déjà une bonne sélection qui donne envie d'être découverte. Moi, ce qui me donne envie de revenir, c'est de voir ces tables en îlot avec plein de maquettes, d'expérimentations plastiques, des photos partout là. C'est vrai que ça donne envie de faire de nouveaux projets avec des camarades. Ça donne très envie. Merci beaucoup Merci Maëlys de votre temps, d'avoir échangé sur ce sujet passionnant qu'est la coopération, qui est une compétence indissociable des designers finalement. Complètement. Merci beaucoup pour ton invitation. C'était un plaisir, et de le faire à deux, c'était drôle aussi. Oui. C'est une autre manière d'engager nos pratiques et de réfléchir sur nos pratiques surtout. Et puis vous avez bossé, hein. Qu'est-ce que tu crois? Merci beaucoup. Merci à toi.